Bonjour à tous et bienvenue à Sans cloche de l'extérieur. Sans cloche de l'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. 11 recommandations appuyées par plusieurs préoccupations pour renforcer la démocratie, telle est la moisson de la concertation politique de Dzambala. Dans cette émission, nous reviendrons largement sur le contenu des recommandations de ces assises d'envergure qui a réuni près de 200 acteurs politiques et la société civile à l'approche de l'élection présidentielle de mars 2026. Clément Mirassa appelle le peuple congolais à la vigilance, un appel du président du Rassemblement des forces du changement qui intervient après le rejet le 6 février dernier de son recours introduit à la Cour constitutionnelle relatif à l'anticonstitutionnalité, comme me le dit du président de la République. Voilà pour l'essentiel des titres de cette émission. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à tous. Démarrons tout de suite cette émission par le département du Pôle, où les travaux d'électrification des districts de Luingui, Lumo et Boko avancent à pas de géant. Afin de se rendre compte de l'état d'avancement de ces travaux, le préfet du pôle, Jules Moukala Tchoumou, a effectué récemment une visite de terrain. Visite au cours de laquelle le préfet du pôle a réalisé que les infrastructures électriques sont installées et les premiers essais sont concluants. À Luboko et Luomo, les installations techniques sont presque achevées au grand bonheur des populations qui devraient voir leurs conditions de vie s'améliorer, leurs activités économiques se développer et leurs services sociaux de base renforcés. À Lungui et Boko, au cours de la seconde étape de sa visite, Jules Moukalanchoumou a félicité les agents de la société Écarusé pour le travail effectué tout en rassurant les populations de la mise en service dans les prochains jours du réseau électrique. Pour le préfet du pôle, l'électrification de Luingui, de Lumo et de Boko est une promesse du président de la République Denis Sassou Nguesso. Le travail étant en cours d'exécution, le préfet du pôle est venu faire un état des lieux du niveau d'exécution des travaux. Euh, il faut dire que le travail qui se fait est très satisfaisant dans la mesure où la localité de Luingui est déjà connectée et il y a quelques jours, des essais concluants ont été réalisés, a indiqué en substance Jules Moukala-Tchoubou. Après le pool, cap à présent sur le département de la Bouinza où s'est poursuivie la tournée nationale du FIGA consacrée à la remise des chèques de microcrédit du programme Colissa. Pour Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des PME et de l'artisanat, cette tournée s'inscrit dans la vision du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui place la diversification de l'économie congolaise, la promotion de l'entrepreneuriat national et l'inclusion financière au cœur de l'action publique. Afin de booster les productions locales et construire un tissu entrepreneurial compétitif, diversifié et résilient, le FIGA, en tant qu'instrument stratégique de l'État, ayant pour credo de libérer bien évidemment le potentiel entrepreneurial des Congolais, soutenir les initiatives et faire de l'accès au financement un levier concret de lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes, a mis en place le projet Colissa. À Madingu, chers téléspectateurs, des chèques allant de 300 à 800 000 francs CFA ont été remis aux acteurs économiques, locaux et promoteurs d'initiatives entrepreneuriales et commerciales garanties par le FIGA. Dressant le bilan du FIGA, Jacqueline Lydia Mikolo a indiqué que de 2021 à 2025, pour un montant de plus de 4 milliards de francs CFA injectés, l'État congolais a accompagné 8 800 en bénéficiaires à travers les mécanismes d'impulsion de soutien. Depuis sa mise en œuvre, le programme Coulissa a distribué au total, le programme Coulissa a distribué au total plus de 8 000 chèques remis à travers tout le pays. 876 bénéficiaires du programme Coulissa sont actuellement enregistrés dans la Bouenza. La ministre des PME et de l'Artisanat a en outre invité les bénéficiaires à faire de cette opportunité un levier de transformation pour leurs activités, leurs familles et leur communauté. Venons-en à présent au premier grand titre de cette émission qui porte notamment sur la concertation politique de Djambala qui a vu ses lampions s'éteindre hier, mercredi 18 février, par un consensus général. Des assises politiques d'envergure au terme desquelles 11 recommandations et plusieurs préoccupations ont été formulées par les participants. Les 6 autres recommandations adoptées par la concertation politique de Oando non exécutées ont été reconduites
5 nouvelles ont ainsi été prises en compte et intégrées dans le corpus, donnant 11 recommandations au total adoptées par la concertation publique politique plutôt de Djambala. Après échanges et discussions autour de la gouvernance électorale et du découpage administratif territorial, tout point fort de cette rencontre, les participants ont consensuellement recommandé de révisiter le cadre légal définissant les critères de détermination du découpage administratif, poursuivre le découpage administratif, révisiter les textes instituant le comité technique d'évaluation de la décentralisation et on l'assurait la mise en application, assurer la valorisation des circonscriptions administratives de base en amorçant le processus de leur dotation en infrastructure abritant leur siège. Autre recommandation de ces assises politiques de Djambala, l'application stricte de la loi électorale, notamment en ce qui concerne les dispositions garantissant la transparence, le libre choix par l'électeur de son candidat, l'exact et la sincérité des résultats, l'exact et la sincérité des résultats, l'établissement des listes électorales, la distribution des cartes électeurs avec la plus grande rigueur, l'introduction de la biométrie électorale, le plafonnement plutôt du financement des campagnes électorales, le financement des partis politiques, le financement de la démocratie, la réduction des taux des différents cautionnements pour chaque élection. En plus de ces recommandations, plusieurs préoccupations ont été portées à l'attention du gouvernement de la République, entre autres l'édition d'un système de mandat limité pour les membres de la CEDI, le renforcement de la transparence électorale par la prescription de la présence des délégués des candidats dans toutes les instances de compilation, dans toutes les instances de compilation des résultats, bien évidemment, à commencer par le bureau de vote, la rédaction d'une loi électorale nouvelle, la suppression du vote par anticipation, la publication le même jour des résultats si le vote par anticipation, bien entendu, est maintenu, la tenue du vote général pendant les jours ouvrables, non les dimanches, parce que les dimanches, généralement, les Congolais vont à l'église, le vote des Congolais de l'étranger, l'assouplissement de la mesure relative à l'implantation des partis politiques dans les départements, l'allongement du délai de la campagne électorale jugé trop juste pour sillonner tout le pays. Placé sous le thème consolidant la démocratie par des élections libres et transparentes, cette grand-messe politique a réuni près de 200 acteurs politiques et de la société civile. Place à présent au dernier virage de cette émission consacré à la réaction de Clément Mirassa, président du Rassemblement des forces du changement, suite au rejet le 6 février 2026 par la Cour constitutionnelle du recours qu'il avait introduit en tant que citoyen pour espérer obtenir de cette institution, la République, les sanctions contre le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Pour Clément Mirassa, la démocratie et l'état de droit sont en péril imminent. D'où son appel à la vigilance du peuple congolais. Dans un communiqué rendu public sur TLR TV le 18 février, donc hier, Clément Mirassa affirme que les gouvernants actuels ont choisi d'emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Par ailleurs, Clément Mirassa affirme que le rejet de son recours par la Cour constitutionnelle sous le prétexte de défaut de qualité du requérant, en se fondant sur l'article 36 de la loi organique du 7 août 2018 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle telle que modifiée et complétée par la loi organique du 18 novembre 2020, selon lequel la Cour constitutionnelle peut être saisie pour interprétation des dispositions constitutionnelles par le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale ou le Premier ministre, chef du gouvernement, est une preuve suffisante que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi depuis 2002. Toutes les institutions de la République, pense-t-il, sont bien informées de la situation et sont par conséquent complices, renseigent-ils. Pour Clément Mirassa, le président de la République a violé ou trahi le serment qu'il a prêté devant la nation et le peuple, celui de respecter et de faire respecter la Constitution. Il n'a pas déclaré son patrimoine depuis 2002, violant ainsi les articles 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et 55 de la Constitution du 25 octobre 2015. Il ne l'a pas fait en 2002, en 2009, en 2016 et en 2021. De ce point de vue, Clément Mirassa pense que le président de la République aurait
dû être sanctionné. Clément Mérassa pense donc que le président de la République aurait dû être sanctionné selon l'article 12 de la loi relative à l'obligation de la déclaration du patrimoine. En outre, Clément Mérassa signifie que le président de la République est le président du comité central, mieux, président du Parti congolais du travail, en violation des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution. Il a été reconduit à ce poste en décembre 2019 et en décembre 2025. Dans ces conditions, le président de la République a violé, sinon trahi le serment qu'il a prêté le 14 août 2002, le 14 août 2009 et en 2021. C'est fort de tous ces éléments que Clément Mirassa a de nouveau introduit une requête à la Cour constitutionnelle aux fins d'interprétation de l'article 95 alinéa 2 de la Constitution du 25 octobre 2015 par rapport aux violations répétées, affirme-t-il, du serment par le président de la République. Une requête, chers téléspectateurs, tenez-vous bien, qui a finalement été déclarée irrecevable par la Cour constitutionnelle. Pour Clément Mirassa, la Cour constitutionnelle a refusé de sanctionner Denis Sassou Nguesso, qui, selon lui, est coupable de haute trahison en exerçant une fonction incompatible à son mandat de président de la République et pour n'avoir pas obtempéré à l'obligation de déclaration du patrimoine en tant que citoyen élu à une haute fonction publique. Chers téléspectateurs, ainsi donc se réforme Sans cloche de l'extérieur. Sans cloche de l'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro. Salut.